Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Tomcat Next Gen. Moi, c'est Erika, votre co-animatrice, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour lancer cette nouvelle série aux côtés de Patrice Thierry, le fondateur de ProWeb CE et cofondateur de Tomcat. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Christophe Barco pour cette conversation. Pour vous donner un peu de contexte, Christophe et Patrice, vous connaissez depuis longtemps. Vous vous êtes rencontrés à Babson College aux États-Unis en 1989 quand vous aviez à peine 21 ans. Et déjà à cette époque, Christophe, tu respirais cette envie d'aller voir plus loin. Depuis, tu as eu un parcours passionnant à la croisée de la tech, du management et du scaling international. Christophe a participé au début de Venture Capital en France au sein d'Europe at Web, le fonds créé par Bernard Arnault, l'un des tout premiers fonds Internet du pays, avec des investissements comme Boo.com, ZBank ou son plus grand investissement, Liberty Surf. Ensuite, Christophe, tu as notamment pris la tête de Yahoo Europe à une époque où le web se construisait à une vitesse folle. Et tu as poursuivi ton chemin avec des rôles-clés chez Teads, Solocal et plus récemment McKinsey en tant que Senior Advisor pour la practice digitale. Aujourd'hui, Christophe met toute cette expérience au service des entrepreneurs en tant qu'investisseur et mentor. Dans cet épisode, on va parler de leadership, de scaling, d'erreurs fondatrices, de bulles financières, mais aussi de valeurs humaines qui font souvent toute la différence. On va avoir un échange riche avec un pionnier du digital français, un vrai Babson Spirit et surtout un homme qui incarne parfaitement le give back dont on parle souvent ici. Christophe Barco, bienvenue dans Tomcat Next Gen. Un grand merci pour l'invitation. Merci Erika pour cette superbe description du parcours de mon copain Christophe. Effectivement, on se connaît depuis près de 35 ans maintenant. Et donc Christophe, tu es le premier invité du podcast. Quelle responsabilité. Voilà, c'est le crash test. J'espère que tu vas nous porter chance. Avec plaisir. Et donc, effectivement, on va parler de plein de choses. On a vécu 35 ans de parcours assez excitant. On n'a pas connu la révolution industrielle, hein, on n'est pas si vieux que ça, mais on a connu un paquet de révolutions, notamment la fameuse révolution Internet, et ensuite la révolution du digital, du mobile, des cryptos, et maintenant de ce qu'on appelle l'IA. Et d'ailleurs, quand je t'ai invité, ça m'a fait marrer. J'ai eu cette image en tête. Je me suis dit, on a vécu 35 ans de ces 4 révolutions. Et je me disais, je m'imaginais peut-être que dans 35 ans, il y aurait les fameux robots de notre pote Elon Musk, Optimus. Sans doute, ouais. Remplis d'IA, qui écouteraient ce podcast. Non, ils vont pas l'écouter, ils vont le faire. Ils vont le faire, ouais. C'est eux qui seront invités, en fait. Mais j'espère qu'ils vont l'écouter. et je serais curieux de savoir ce qu'ils vont se dire, tu vois. Ils vont se dire, putain, ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils étaient cons. Et quand on pense que c'est eux qui nous ont fait, ou peut-être qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils étaient sympas, c'est vrai. ou autre. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Et voilà, donc on va parler de plein de choses. Mais avant tout, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du jeune Christophe. D'où tu viens, d'où tu as démarré et aussi d'ailleurs pourquoi, comment tu t'es retrouvé à Babson et comment on s'est rencontrés il y a 35 ans. Alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés au moment de la chute du mur de Berlin. Moi, Babson est associé dans mon esprit aussi à ce souvenir qui était quand même un événement majeur. Mais comment je me suis retrouvé à Babson, je dirais c'est un peu sur un malentendu. J'avais pas vraiment l'ADN, ni l'ADN familial, ni les codes pour, en théorie, me retrouver à Babson, puisque moi j'ai grandi dans une... Alors, tu aimes à dire que c'était une famille communiste, mais je te corrige tout de suite, c'était une famille socialiste. Ouais, c'est pareil. Hein. Très militante, pas tout à fait. Quand j'étais petit, où j'avais 10 ans, je jouais à la manifestation avec un drapeau rouge quand même. Donc j'étais quand même bien formaté pour aller faire du business aux États-Unis et sur Internet. Et donc... je suis né à Saumur, donc dans les Pays de Loire, mais très vite, j'ai grandi dans un petit village des Hautes-Alpes de 2000 habitants,
Et autant dire qu'à cette époque-là, ni moi ni mes parents ne savaient ce que c'était que l'ESSEC, puisque j'ai fait l'ESSEC aussi avant de faire cet échange très, très sympa à Babson. Et donc, j'étais un bon élève, donc j'ai suivi le parcours des bons élèves. Mais j'avais un souci aussi, qui était de faire des études les plus courtes possibles pour pouvoir avoir mon autonomie financière. Mes parents n'ont pas le bac. J'ai vécu dans une famille heureuse et simple, mais j'avais un souci aussi de cette autonomie rapide. Et donc voilà, j'ai fait une prépa. J'ai eu la chance de faire qu'1 an, donc je me suis retrouvé à l'ESSEC très vite, très jeune. Et donc à Babson pour un échange de 6 mois. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et c'est vrai que j'avais envie d'utiliser mes études pour découvrir le monde au maximum. Donc j'ai fait cet échange à Babson, mais je suis aussi parti à 17 ans au Japon pendant 3 mois. Dans le cadre de mes études, j'ai appris le japonais quand j'ai compris qu'apprendre le japonais me permettait d'avoir un stage au Japon quasiment automatiquement à l'ESSEC. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé mes études pour découvrir le monde du business et le monde tout court. Mais alors, revenons sur quand même ces parents socialistes. Ça m'intéresse beaucoup parce que, en fait, tu as eu une forme je sais pas, de révolte où tu as changé le cap de l'histoire familiale. Babson, c'est quand même l'école capitaliste par définition qui forme des super entrepreneurs depuis plus de 100 ans. Et c'est vrai que je t'ai jamais posé, depuis qu'on se connaît, je t'ai jamais posé cette question. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour franchir ce cap et aller à l'encontre, on va dire, un petit peu de ton éducation? Moi, quand je réfléchis, parce que je réfléchissais un peu avant ce podcast aux questions que tu allais bien me poser et ce que je pourrais raconter d'intéressant, quand je réfléchis à une espèce de constante dans ma vie, dans ma scolarité, dans mon expérience, il y a eu toujours la curiosité et aussi l'excitation à être dans un milieu que je qualifie d'exotique. C'est-à-dire de me retrouver à un endroit où, a priori, rien ne faisait pour que j'y sois naturellement. Donc venant d'un environnement où, en effet, moi j'ai fait avec mes parents les manifestations contre les centrales nucléaires, contre l'occupation, l'extension du terrain militaire dans le Larzac. J'ai fait des occupations d'usines à Lippe, à Besançon. Enfin, j'étais vraiment au cœur de... Voilà. Ça, c'était ma vie, c'était mon quotidien. Et j'avais envie, je pense, simplement de voir des choses différentes là où on ne m'attendait pas. C'était pas vraiment une révolte, mais vraiment pas du tout vis-à-vis de ça. C'était plus une envie de découvrir des choses qu'a priori, rien ne m'amenait à découvrir. Donc ça a été une constante. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie pour aller là où, a priori, je ne devais pas aller. Donc je pense que c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser assez vite, j'ai bossé chez LVMH. Et c'est vrai que pour mon père, qui était un militant du Parti socialiste unifié, au début, il a eu un peu de mal. Et puis bon, il s'est vite habitué à ce que je lui amène des bouteilles de Moët et Chandon ou des choses sympas. Donc voilà, ça n'a jamais posé un problème en tout cas. Bon, en fait, tu donnes plein d'espoir. En fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'un socialiste peut devenir capitaliste. Ah bah, il y en a beaucoup. Hein. C'est très joli, ça. C'est très beau. Merci pour ce beau témoignage. Ah bah, écoute. Alors, peut-être que maintenant, on peut commencer à parler un peu de nos histoires de dinosaures, c'est-à-dire la révolution Internet. Moi, je l'ai connu en créant ma start-up en 2000. D'ailleurs, j'avais envoyé mon deck à Europe at Web à l'époque et j'ai connu des personnes avec qui tu as bossé. Et pour les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui qui lancent leur start-up 25 ans plus tard, est-ce que tu peux raconter un petit peu ton arrivée chez Europe at Web, qui, comme Erika l'a dit, était un des tout premiers fonds de venture capital français, avec des histoires notamment très marrantes de Boo.com, où ça nous faisait bien rire ce qui s'est passé sur ce sujet-là, et tu pourras en parler bien mieux que moi. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée chez Europe at Web et ce début du financement des jeunes entrepreneurs français? Absolument. Alors moi, j'ai commencé à bosser dans des boîtes très traditionnelles, corporate. Donc j'ai travaillé chez Lagardère au Canada, j'ai travaillé chez Bertelsmann à Paris. Et puis un jour, j'ai eu envie d'aller dans une boîte française internationale, où le fait d'être français n'était pas un handicap, au contraire, ce qui était le cas par exemple chez Bertelsmann. Chez Bertelsmann, c'est très difficile de faire son trou quand on n'était pas allemand, Air Doctor. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Bertelsmann, parce que j'adorais ce que je faisais, et je suis allé chez LVMH. Et là, j'étais à la holding du groupe,
dans des fonctions financières. Et puis, je me suis mis dans le sillage d'un gars qui est devenu un ami depuis, qui s'appelle Sharam Bechara, et qui était un peu une étoile montante dans l'écosystème, dans la holding du groupe LVMH, qui parlait à Bernard Arnault plusieurs fois par jour, ce qui est un critère très important dans ce petit royaume. Et donc, je me suis mis dans son sillage et on travaillait sur des problématiques de distribution sélective qui n'avaient rien à voir avec Internet. On avait travaillé sur Sephora, sur le Duty Free Shoppers à l'époque. Et puis, un jour, Bernard Arnault l'a appelé et lui a dit, écoutez, laissez un peu tomber la distribution sélective. Là, ça roule un peu tout seul, mais moi, j'ai envie d'investir et d'acheter de prendre des participations dans des sociétés Internet. Donc, moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était, comme tout le monde à l'époque. Et donc, on s'est mis à découvrir ce nouveau monde. Donc, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup excité. J'ai fait, en effet, du venture capital sans le savoir. J'ai mis plusieurs années à comprendre ce que j'avais fait. En fait, c'était du venture capital parce qu'au début, Repatweb n'existait pas en tant que tel, n'avait pas été marketé en tant que tel. Bernard Arnault avait mis quand même 460 millions d'euros de son argent à lui. Ce n'était pas LVMH. Hein. C'était l'argent de Bernard Arnault. C'était ses propres fonds et on avait carte blanche avec un comité d'investissement qui se limitait à une réunion par semaine avec Bernard Arnault qui disait oui-non sur la base de choses très très peu sérieuses. On n'avait pas de due diligence, on voyait le fondateur ou les fondateurs une ou deux fois, ils voyaient Bernard Arnault si on pensait que ça valait le coup et puis ils disaient oui-non, je mets 10 millions, 50 millions, c'était quand même l'argent facile. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce truc-là. J'étais le premier vraiment... employé de ce projet à côté de Sharam. Et puis j'ai rencontré dans une conférence, parce que je faisais un peu de scouting comme on dit aujourd'hui, donc j'allais dans les conférences pour essayer de trouver des opportunités et donc dans une conférence j'ai rencontré Pierre Besnaïnou qui était le fondateur de Liberty Surf, que je suis tombé sous le charme de son brio, de son intelligence, de son profil. Et de fil en aiguille, je l'ai présenté à Bernard Arnault, à mon patron d'abord, Sharam, puis Bernard Arnault. Et puis, ce qui était au départ un projet d'accès à Internet sur la télévision avec une petite console type Canal+, qui s'appelait CanalNet. D'ailleurs, avec un litige avec Canal+, qui disait quand même, vous exagérez là, de prendre CanalNet pour ce projet. On a complètement oublié ce projet. On a sorti tous les business angels qui venaient de mettre un peu d'argent dans le projet. Quand Bernard... Attends, à l'époque, donc il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Ah non, comme aujourd'hui. Non, il y avait zéro. Du pré-seed. Oui, puis c'était même pas le même projet. C'était un projet qui n'avait rien à voir avec ce qui est devenu Liberty Surf. Donc en 1997, tu fais ton premier pivot là. Oui, alors moi, j'étais pas salarié de Liberty Surf. J'étais... je proposais des investissements. Mais j'aide, voilà, exactement. Voilà. Donc Pierre, qui avait cette idée de CanalNet... Finalement, on se dit on va faire la même chose que Freeserve en Angleterre. Donc, on va s'associer à Kingfisher, Darty. Donc, on sort les business angels. On met Kingfisher d'un côté, qui prend un tiers, ou qui prend la moitié, une petite moitié. Bernard Arnault, l'autre petite moitié. Puis au milieu, Pierre Besnaïnou, qui garde un petit pourcentage quand même du projet. Chacun met 15 millions d'euros dedans. Donc, tout de suite, on se retrouve avec une boîte financée à hauteur de 30 millions. Et puis, on dit on va lancer un Freeserve français from scratch. Voilà. Et donc là... Je négocie contre Pierre Besnaïnou pour les intérêts de Bernard Arnault pour faire ce deal. Et dès que le deal est fait, déjà dans cette négo, j'apprends pas mal de choses. Et puis dès que le deal est fait, je me dis c'est l'occasion. Moi, je rêvais d'aller dans l'opérationnel. Donc je dis à Pierre Besnaïnou, pour qui j'étais un peu quand même son gris-gris, parce que je lui avais présenté Bernard Arnault. Je lui ai dit j'aimerais bien bosser avec vous. Donc j'ai rejoint le projet. On était 3. Tu le vous voyais à l'époque ? Et je le vois toujours. Ah bon ? Ouais, je le vois toujours. Parce que tu sais que ça se fait plus aujourd'hui. Bah ouais, mais en venture capital, tout le monde se tutoie. J'ai essayé de le tutoyer à quelques reprises. On s'est dit qu'on devrait en effet se tutoyer et on n'y est jamais arrivé. Donc je lui parle encore quasiment toutes les semaines, 25 ans, plus de 25 ans après. Oh. Je suis très proche de lui, mais on se vous voit toujours. Et donc, je l'ai rejoint, 3e ou 4e salarié de la boîte. Tu quittes Repatweb. Je quitte Repatweb. Pour rejoindre Liberty Surf. Ouais, exactement. Et donc là, je change de l'univers corporate holding, moquette au plafond. Donc, boo.com, c'est pas toi ça. Non, alors moi, j'ai bossé... Tu peux juste réexpliquer pour les jeunes entrepreneurs de notre jour les 2-3 détails sulfureux de boo.com et combien ça a coûté alors, j'ai pas, très honnêtement, j'ai pas travaillé sur ce dossier-là. Alors, c'est pas parce que c'était un dossier foireux que je dis ça, mais j'ai travaillé un peu sur un autre dossier poireux qui était The Bank, qui était ce projet de banque virtuelle. J'ai
j'avais racheté la majorité dans Nomad, qui était le Yahoo français à l'époque, qui a été apporté à Liberty Surf ensuite par Bernard Arnault. Qui avait créé Nomad déjà ? C'est Gilles Guéquière et Jean Poster, Ouais. avec qui je suis encore en contact 25 ans après. Je déjeune avec Jean la semaine prochaine. Un homme fidèle. Je crois beaucoup à ça. C'est comme ça qu'on est resté en contact d'ailleurs. Hein. Moi, j'aime bien les relations sur la durée. Et donc voilà, j'ai travaillé sur ces projets-là. J'ai travaillé sur un truc qui s'appelait Musique, qui a été un four total. C'est un gars qui collectionnait des vinyles, qui avait des dizaines de milliers de vinyles. On s'est dit, on va faire un site internet avec ça. Enfin, naturellement, ça n'a pas du tout marché. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. Bernard Arnault avait quand même ça, on ne le sait pas toujours et on l'oublie. Il avait investi dans Netflix au moment où Netflix était un service de CD-ROM qu'on envoyait une fois qu'on avait vu le CD-ROM ou la cassette vidéo, même à l'époque. On pouvait la mettre dans une enveloppe, on la mettait dans la poste et puis on recevait le prochain de sa liste qui était sur un site plus ou moins internet, mais c'était plutôt un Minitel qu'autre chose. Concurrent de Blockbuster. Exactement. Voilà. Donc, d'ailleurs, Netflix a mis en faillite Blockbuster à la fin. Oui, bah oui. Ouais, et alors, juste pour l'anecdote sur Liberty Surf, au bout de 10 jours, j'ai démissionné de Liberty Surf. Parce que, au bout de quelques jours 10 jours. Ah ouais. Enfin, moins de 2 semaines. Pierre Besnaïnou, que j'adore, me rendait complètement fou. C'était mon premier entrepreneur avec qui j'en ai eu beaucoup après, mais avec qui je travaillais de manière très proche. Et il s'appartait dans tous les sens. Il rentrait 10 fois dans mon bureau en me demandant 15 choses différentes. Et moi, j'étais habitué au contrôle de gestion groupe de la holding de LVMH. Si tu veux. Et donc, à un moment donné, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez Pierre, moi, je ne peux pas travailler comme ça. Je lui ai dit, c'est pas possible, je ne sais pas faire. Là, donc, je vais retourner chez EuropaTweb. J'ai fait une erreur. Et là, il me dit, et ça a été salvateur, hein, et il me dit, non, c'est pas possible, vous restez. Donc ça m'a permis, alors je suis resté, mais ça m'a permis de lui dire que bon, j'avais aussi mon style et que je ne pouvais pas vivre. Pierre Besnaïnou, c'est un Tunisien très haut en couleur, très créatif, mais ça partait un peu dans tous les sens. Et j'ai quand même, je suis retourné voir Sharam Béchara, je lui ai dit, écoute, je veux revenir. Il m'a dit, c'est pas possible, tu peux pas revenir. C'est one way ticket. C'est trop tard. En plus, tu représentes quand même les intérêts de Bernard Arnault dans ce projet. Moi, je peux pas retourner en disant... alors que j'ai vendu l'idée que c'était vachement bien, qu'il y avait des gens qui allaient dans les participations, que c'était un groupe industriel, qu'on allait monter, c'est pas possible. Donc je suis resté, mais finalement ça s'est bien passé. Mais j'ai eu un moment donc, de... Finalement, tu n'es pas parti. Donc je suis pas parti. Mais j'ai eu resté combien de temps ? Je suis resté jusqu'à la vente, c'est-à-dire jusqu'à la vente à Tiscali, et un petit peu après, c'est-à-dire jusqu'à fin 2001. Je suis resté de 99 à 2001, 3 ans à peu près. Et donc, Liberty Surf, on peut dire que c'est la plus belle histoire d'EuropaTweb ? C'est le plus beau, je pense, retour sur investissement de Bernard Arnault, c'est sûr, parce qu'il a mis 15 millions d'euros et il a récupéré plus de 300 millions en 2 ans. En 2 ans. On appelle ça un joli TRI. Voilà. Alors, ça n'a pas été le même TRI pour les petits actionnaires qui sont rentrés au moment de l'introduction en bourse, naturellement, parce qu'ils sont rentrés sur une valeur de 3,5 milliards. La valeur, le premier jour est monté à 7 ou 8 milliards. Je rappelle que la boîte faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, avait 18 mois d'existence légale et faisait 30 millions d'euros de pertes. Belle valorisation. Donc monté jusqu'à 8 milliards le premier jour. Et puis elle n'a fait le premier jour à sa clôture que 45% de hausse. Et les marchés étaient déçus parce que sur les marchés gris, on parlait de plus de 10 milliards. Et puis ça, c'était en mi-mars 2000. Et quelques semaines après, la bulle éclate. Et donc la boîte a été vendue à 1 milliard. Alors la bulle, on va en parler. Parce qu'on l'a vécu aussi. Mais juste avant, je voudrais revenir sur Boo.com. Parce que Boo.com, c'est quand même les premiers brûleurs de cash professionnels. Moi, c'est clair. J'ai été vraiment ébloui par cette histoire parce que je levais des fonds à l'époque aussi. Et d'ailleurs, je n'arrivais pas à lever des fonds. Et donc, c'est une équipe de Suédois qui vont voir EuropaTweb et qui arrivent à lever 150 millions de... C'était des francs à l'époque, puisqu'on était en 1999. 150 millions de francs. Et ils arrivent à les brûler en 11 mois.
Avec notamment quelques petits scandales où ils Oui, parce prenaient qu'ils vivaient oui, ils avaient complètement au-dessus de leurs moyens. Ils prenaient des Bien allers-retours sûr. Paris-New York en Concorde, etc. Donc, est-ce que tu l'as vécu ça de l'intérieur, l'histoire boue? Non, en fait, ça s'est passé après parce que moi, je suis resté finalement je suis parti d'Europath-Web avant que ce soit marketé sous le nom d'Europath-Web. En fait, je suis resté dans l'écosystème Europath-Web avant que ce soit vraiment lancé officiellement pendant 1 an. Et cet investissement-là, il a été fait après. Mais c'est pas étonnant quelque part que ça se soit passé parce qu'il y avait vraiment très peu de due diligence, très peu d'analyse. C'était des gens comme moi qui connaissaient absolument rien, qui avaient une espèce d'intuition. Voilà. Donc si Bernard Arnault avait un bon fit avec les fondateurs, il était en effet, et puis c'était son propre argent, donc il n'y avait pas de comité d'investissement. Donc il a fait quelques très beaux coups comme Liberty Surf et puis d'autres où ça a été naturellement un four complet et il n'y avait pas de contrôle derrière. Il y avait très peu de contrôle. Alors après ça s'est structuré. Europath-Web ensuite il y a eu des dizaines de personnes qui ont été recrutées, des bureaux ouverts dans le monde entier et puis ça a été professionnalisé. Mais au début c'était vraiment très hasardeux. Et donc, il s'est passé des choses comme ça. C'était les tout débuts du venture capital, donc on peut dire que tu as participé à l'origine du venture capital français. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait C-Venture, il y avait le fonds de Vivendi, Jean-Marie Messier. Oui, il y avait Apax, puisque je me souviens qu'Apax était... Eddy Misrahi, à qui j'ai pitché et qui m'a fait un joli no-go en 2000 ou 2001. Comme Europath-Web aussi, Europath-Web m'a fait un no-go. On avait racheté un Nicolas Chaudron, tu l'as connu? C'est moi qui l'ai recruté. Bon, c'est lui qui m'a fait no-go. Ouais. Écoute, il a fait après une carrière assez réussie chez il y a 26 ans. Ouais, chez Euraseo. C'est moi qui l'ai recruté, parce que j'avais fait quelques recrutements quand même avant de partir, dont Nicolas, désolé. Et il m'a fait le no-go, je crois, le 23 décembre 1999. Tu vois, j'ai passé un bon Noël. Ah oui, en effet. Oui, donc j'ai recruté pas mal de monde, ça s'est structuré. Et il y avait à ce moment-là, des acteurs comme Apax, il y avait Partech déjà qui était là, il y avait dans les fonds qu'on a sortis, qui venaient de rentrer chez CanalNet, qui est devenu Liberty Surf, il y avait quelques fonds historiques, on va dire, de l'époque. Mais c'était surtout des business angels. Superbe, donc extraordinaire moment de vie en fait de pouvoir participer comme ça à une première révolution et de voir tous ces entrepreneurs qui arrivent à fond, comme tu dis Pierre, qui arrivent à fond sur cette possibilité de se dire bah voilà, ça y est, on arrive dans une nouvelle période de l'existence humaine où on peut créer tout ce qu'on veut d'une part, mais d'autre part on a en plus des financements qui peuvent arriver comme ça de professionnel ou personnel, comme l'argent de Bernard Arnault. Et donc, ça a été un moment extraordinaire qu'on a vécu ensemble. Période très intense, complètement dingue. Le sentiment d'être pris un peu dans un tsunami, mais dont on avait quand même l'intuition que c'était en train de changer le monde. Et une des stratégies de Liberty Surf, c'est pour ça que j'ai continué à faire pas mal de M&A derrière, ça a été de racheter pas mal de boîtes. Donc, on a repris la participation de Nomad, on a racheté Chez.com, qui était des pages perso. On a racheté Monsieur Cinéma, qui était un site avec Pierre Tchernia, avec des fiches sur tous les films de cinéma pour faire du contenu. On a racheté un opérateur télécom à Eddy Misrahi, qui s'appelait AXS Télécom. On a racheté la première boîte de Thierry Petit, qui s'appelait Toubo. Voilà. Donc, Toubo, T-O-U-B-O, pas B-E-A-U. Non, c'était T-O-O-B-O. Toubo, ouais. Un orthographe particulier. Voilà. Et à cette époque-là, c'était toujours, il y avait deux O, il y avait Quelcou, c'était bien d'avoir deux O à l'époque. C'était du marketing. Quelcou, on va en parler après. Quelcou, ouais. Et alors après, on a eu ce fameux crash en avril, début avril, en avril 2000. Ouais. Donc là, on est en pleine bulle IA. Mais si on se reprojette 25 ans en avant, on a déjà connu ce genre de bulle. Et nous, on l'a connu très, très directement, puisque le Nasdaq a quand même perdu 80% en 2 ou 3 mois. Entre avril 2000 et juin 2000, je crois que c'est 80%. Et d'ailleurs, le Nasdaq a mis près de 7-8 ans à s'en remettre. Ouais. Ça a rebattu pas mal de cartes. Donc toi, comment tu as vécu ce moment et comment tu t'es réinventé après ce crash? Ça a été un moment assez
difficile. D'abord parce que on voyait s'écrouler plus vite qu'on l'imaginait un château de cartes auquel on avait à la fois auquel on avait participé et sur lequel on comptait beaucoup, tout simplement pour gagner un peu de sous. Et moi, en tant qu'un des premiers salariés de Liberty Surf, j'avais 5% de la boîte en options. Donc 5% d'une boîte qui est montée à 8 milliards, on peut faire le calcul assez vite. On commence à faire des plans sur la comète. Naturellement, moi j'avais à l'époque 32 ans. Donc je m'y voyais déjà, quoi. Attends, redis quand même, 5% de... 5% de 8 milliards. Donc 400 millions, quoi. Voilà. Mais d'euros ou de francs? D'euros. Ah oui, C'était déjà des euros. à l'époque. Ouais, Ah c'était oui. des euros. Oui. On avait levé 500 millions d'euros. On s'était introduit à 3 milliards et demi. C'est monté jusqu'à 8 milliards le premier jour. Et ensuite, ça a été monté 1 milliard après la bulle. Après l'explosion de la bulle. Et donc c'est quand même assez vertigineux d'avoir autant d'argent virtuel et de plus avoir. Et là, pour tout dire, les 400 millions se sont transformés quand j'ai quitté Liberty Surf en 200 000 euros. C'est ce que j'ai retiré de mon expérience Liberty Surf. Là, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, c'est super, je vais pouvoir m'acheter un appartement à Paris avec un apport. Et c'était sincère, parce que donc c'est grâce positif, de toute façon, j'avais pas trop de choix. Et puis, voilà, ça m'a pas perturbé plus que ça. Je pense que d'autres peut-être auraient perdu un peu les pieds, mais c'était tellement virtuel pour moi que voilà, j'étais un peu amer quand même, parce que j'ai vu des gens autour de moi s'enrichir beaucoup quand même, qui avaient mieux négocié non pas leurs options, parce que en plus je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, parce que le plan d'options qui était très contraignant et qui du coup a fait que j'ai pas pu exercer à un moment où j'aurais pu gagner un peu d'argent, c'est moi qui l'ai conçu et négocié avec le directeur juridique de LVMH, qui s'appelle Bernard Kuhn, un type extraordinaire. Mais je ne savais même pas ce que c'était qu'une option ou qu'une stock option. Tu penses que tu as été trop dur avec toi-même? Tu penses que c'est non, un peu de ton éducation? je ne savais pas, tout simplement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà, c'était une incompétence crasse. Donc j'ai pas fait attention. Et en plus une naïveté, parce que je pensais pas à défendre particulièrement mes intérêts. C'est ça, tu t'es pas occupé de toi-même. Oui, c'est ça. Et c'est souvent en tant qu'entrepreneur, quand on veut trop bien faire, ou quand on est à la limite trop bien éduqué, on ne pense pas à soi-même. On pense toujours au collectif. Exactement. On pense toujours aux autres. Je pense qu'il y a vraiment de ça, parce que je pense que j'aurais pu quand même m'en sortir mieux si j'avais réfléchi un peu et que j'avais eu cette dimension-là en tête. Et pourtant, tu étais à Babson. Et j'étais à Babson, mais pas assez longtemps. Je suis resté qu'un semestre, contrairement à toi. J'ai fait qu'un semestre. Moi, c'est pour ça que j'aurais dû rester plus longtemps. Mais donc voilà, donc ça a été quand même très vertigineux. Quand la bulle a explosé, que Bernard Arnault a décidé de vendre, c'est lui qui a décidé de vendre parce qu'il voulait prendre son cash out. Il avait fait une belle opération. Le management, Pierre Besnaino, a essayé de résister. On a essayé de monter un deal avec Belgacom à l'époque. Et puis, comme Bernard Arnault, quand il veut quelque chose, en général, ça se passe. Pierre Besnaino est parti très vite. Moi, je suis resté 6 mois après lui pour, en fait, gérer la prévente de tous les entrepreneurs dont j'avais acheté la majorité sur un deal en actions, principalement en actions. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont rêvé avec nous parce qu'ils étaient payés en actions sur leur deal. Il y avait même un complément de prix qui était en actions, mais on avait négocié le fait que le nombre d'actions était calculé sur la base du prix d'introduction en bourse. Donc, comme le cours s'est écroulé, ils se sont tous retrouvés rincés, en fait. Et donc, moi, j'avais quand même à cœur de faire la prévente, de racheter les minorités de tous les entrepreneurs qu'on avait achetés, donc les Nomades, les Thierry Petit, voilà. Et ça m'a aidé par la suite, parce qu'ils ont tous été assez quand même reconnaissants du fait que je ne les ai pas abandonnés en rase campagne, ce qui fait que je suis resté en contact avec tous ces gens-là encore aujourd'hui. Et j'ai fait du business ou simplement des bons dîners ou avec l'ensemble. Donc le karma, ça marche, et tu en es un exemple concret. Donc après Europe at Web, donc ça a été une bonne expérience, exceptionnelle, extraordinaire, et ça t'a permis ensuite, j'imagine, c'est d'être visible, d'avoir une visibilité assez importante, accrue sur le marché du digital. D'ailleurs, on ne disait pas le digital à l'époque, on disait Internet, e-commerce. Ouais, absolument. Et tu as été repéré par Yahoo.
Et donc, tu es devenu le Frenchie de Yahoo, patron de Yahoo Europe. Alors, ça s'est passé, mais tu as raison, c'est un peu un raccourci, mais sans rentrer dans les détails de trop, d'abord je voulais plus entendre parler du web et de l'Internet. J'avais une espèce de... Ouais, de 400 millions à 200 000, voilà, ça énerve un peu. Vraiment, j'avais envie de tout faire sauf ça. J'avais un accord, j'avais un deal avec LVMH où ils étaient censés me reprendre si ça se passait mal chez Liberty Search. J'avais négocié ça avant de partir. Et puis là, coup de pas de chance, le mois où je devais retourner chez LVMH pour faire de l'investissement, mon histoire, moi, c'est une histoire de rencontre ratée avec l'investissement. Je n'ai jamais réussi à faire de l'investissement. Et là, septembre 2001. Septembre 2001, tout est arrêté, tous les projets sont arrêtés et on me dit désolé, on ne peut pas te reprendre, tu ne reviens pas. Donc moi, je pensais quitter Liberty Surf en ayant un retour chez LVMH à la holding et finalement, je me retrouve sans rien. Je venais d'avoir mon deuxième enfant en 2 ans. Et j'avais mes 200 000 euros encore un peu virtuels. Bon, donc voilà, donc ça c'était une période un peu compliquée. Et donc j'entends parler, j'envoie un mail à mes contacts en disant bah voilà, je cherche du boulot. Et il y a le patron de Overture Europe qui était l'inventeur des liens sponsorisés. Hein. C'est pas Google qui a inventé les liens sponsorisés, c'est une boîte qui s'appelle Overture qui a été avantageusement copiée par Google et Google a été condamné pour ça d'ailleurs. Ils ont payé 300 millions, autant dire que c'était une goutte d'eau dans l'océan des AdWords. Et donc, je vois cette boîte et le gars me revient vers moi en disant on voudrait ouvrir la France, est-ce que ça t'intéresse de faire du conseil ? Et je dis moi, le conseil, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de facturer mon temps, ça m'embête. Par contre, je peux vous donner un coup de main et si jamais vous avez vraiment vous décidez de lancer la France, bah à ce moment-là, ça m'intéresse d'être le patron de la France. Et donc, je ne facture pas d'honoraires, mais je les aide à évaluer le marché français. Ils lancent, je deviens patron de la France, patron de l'Europe du Sud, je lance l'Espagne, l'Italie. Et là, Yahoo rachète Overture. Et c'est comme ça que je rentre chez Yahoo. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, je deviens patron de la France chez Yahoo, de l'Europe du Sud, patron commercial Europe. Et puis ensuite, patron pendant 2 ans, en effet, de la zone Europe-Moyen-Orient en 2012. À 2014. Là, tu vas trop vite. J'ai besoin de comprendre mieux. Non, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Yahoo à la tête de Yahoo Europe. Donc, 11 septembre 2001. Bon, là, nous sommes le 13 novembre 2025, 10 ans après les attentats de Paris. 11 septembre 2001, pour ceux qui n'étaient pas nés, c'est les attentats de New York. Ceux qui étaient nés, on se souvient tous parfaitement où Bien on sûr. était à l'époque. Moi, j'étais au 34 rue de Pontieux, dans les bureaux de ma start-up, iamamabber.com. T'imagines le nom que j'avais donné à ma start-up à l'époque, où j'étais avec deux copains de l'ESSEC que tu connais, François Ray et David Briand. Ah oui, Et on voit sur nos écrans, là, et on voit que tout s'arrête, il n'y a plus de connexion Internet. tout s'écroule. Tout s'écroule, on essaye d'appeler nos copains à New York, les lignes ne fonctionnent plus, on ne comprend pas, on croit que c'est un accident, à aucun moment on imagine que ça peut être un attentat terroriste. Mais effectivement, c'est un moment terrible dont on se souviendra toujours. Et donc toi, tu sors de Liberty Surf, tu rentres chez Overture en 2001. Et de 2001 à début 2002. Début 2002. Ouais. Et de 2002 à 2012, si je comprends bien, Ouais, 10 ans. 10 ans, tu deviens le patron de tout Yahoo Europe, Ouais. en sachant que, pareil pour les jeunes, puisque notre audience, nos auditeurs, ça va être principalement des jeunes entrepreneurs, Yahoo, c'était la star, c'était le Google, Facebook des années 2000. Bon, malheureusement, comme tout précurseur, ils se font dépasser, rattraper. Il y a beaucoup d'anciens de Yahoo chez Facebook, chez Google, etc. Exactement. Et donc, est-ce que tu peux raconter un peu cet avantage, en fait, cette innovation et ce leadership qu'avait pris Yahoo et comment ils l'ont perdu, en fait, au profit de Google ensuite et de Facebook et d'autres? Ben, en fait, Yahoo, mon analyse, c'est qu'il y a eu deux grands blind spots, deux grandes erreurs chez Yahoo. Il y en a eu beaucoup, mais les deux gros trucs structurants qui font, à mon avis, le fait que Yahoo a perdu cette bataille et a petit à petit décliné. C'est ils n'ont absolument pas vu le potentiel du search et du search marketing. Donc cette invention même s'ils ont racheté Overture, qui avait inventé le modèle, ils ont mis très longtemps à remplacer Google, qui était en fait le moteur de recherche de Yahoo, par Overture. Donc en fait, Yahoo a nourri Google pendant des années,
Et toute la mécanique de Google, tous ces développements ont été financés en fait par Yahoo indirectement, qui avait un deal avec Google, et c'était la boîte de recherche sur Yahoo, c'était Google. Quand ils ont racheté Overture, il était déjà un peu tard. Et Google a du coup lancé une version de ce qu'Overture avait inventé, améliorée, et a pris toutes les parts de marché, sachant que, encore une fois, c'est vraiment Yahoo qui a mis le pied à l'étrier de Google par ce financement en utilisant son outil de recherche. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième grosse erreur de Yahoo, c'est aussi lié à Google, c'est-à-dire qu'ils auraient pu racheter Google plusieurs fois. Au moins, l'histoire dit 2 ou 3 fois, à plusieurs étapes, 3 milliards, 10 milliards, 30 milliards, etc. Et à chaque fois, ils ont dit non, c'est trop cher, on peut le faire nous-mêmes. Et, le fameux make it or buy it. Voilà. Et donc là, c'était évidemment une énorme erreur stratégique. Et la dernière erreur stratégique qui a été faite, moi j'y étais, là aussi je me suis vu un petit peu riche à l'époque, et c'est passé très près, mais voilà, c'est quand Microsoft a fait une offre pour acheter Yahoo en 2000, ça devait être en 2007, enfin dans ces années-là. Je crois que c'était à l'époque de mémoire, mais je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'était quelque chose comme 40 milliards. Et en fait, pareil, Jerry Yang, qui était revenu aux affaires, a refusé d'être acheté par Microsoft parce que c'était le grand ennemi historique. Et donc, moi, j'avais des options et j'étais quand même assez chargé. Encore des options. Ouais, j'avais des options. Bah oui, j'avais des options de. Tu valais 400 millions aussi ou... En fait, c'était pas des options d'ailleurs. T'as raison, c'était des free shares, des RSU. Ah ouais, c'est mieux ça. C'est ce qui est beaucoup mieux. Mais sauf si l'action baisse. Même parce que de toute façon, il te reste toujours quelque chose puisque tu peux les vendre. Mais à ce moment-là, j'aurais pu en effet gagner un petit peu d'argent. Et puis comme Yahoo a refusé, bah le titre s'est écroulé petit à petit. Alors j'ai bien gagné ma vie chez Yahoo en tant que salarié et puis en tant qu'actionnaire avec ses actions gratuites, mais ça n'avait rien à voir avec ce que ça aurait pu être au moment où. Donc on y a tous cru à un moment donné aussi chez Yahoo à ce moment-là. Mais voilà, donc pour moi, c'est tout l'échec de Yahoo, il est quelque part lié à sa mauvaise perception de la menace que représentait Google, du potentiel du search marketing. Et le fait qu'à un moment donné, il faut savoir vendre. C'est aussi ça, l'enseignement. C'est que, parce que finalement, Jerry Yang et tous les actionnaires de Yahoo, ils ont vendu Yahoo 4 milliards au lieu de 40. Catastrophique. Il valait beaucoup plus. Et ils ont valu beaucoup. La valeur maximum de Yahoo. Je me souviens pas, mais c'était bien sûr bien supérieur à ça. Mais toi, en tant que patron de Yahoo Europe, j'imagine que tu côtoyais le top management aux US, tu voyais, tu as vu Jerry Yang, tu as vu l'autre cofondateur. Qu'est-ce que tu as appris le plus de travailler avec des innovateurs de haut niveau comme ça? Alors, celui que j'ai côtoyé un petit peu, c'était plutôt Jerry Yang. Parce que d'abord, il était revenu aux affaires à un moment donné. Il avait repris le job de CEO, notamment au moment où il a refusé de vendre à Microsoft. Et puis ensuite, il est toujours resté relativement présent. D'abord, c'était un actionnaire important. Et il était toujours un peu dans les parages quand il y avait des réunions importantes. Moi, ce que j'ai retenu d'un Jerry Yang, en dehors du fait ça a été un visionnaire, qu'il a été quand même très brillant et très successful, malgré tout, c'est que c'était un type hyper sympa. Mais vraiment hyper sympa, très, très agréable, très humain, très s'intéressant à tout le monde. Vraiment très sympa. David Filo, qui était son cofondateur, était plus froid, c'était plus cérébral, c'était le tech des deux. Mais Jerry Yang était vraiment très accessible, très sympa, et puis il se souvenait vraiment des gens qu'il avait vus, même si c'était il y a quelques mois. Après, moi, quand j'ai été patron de Yahoo EMEA, Jerry Yang n'était plus du tout là depuis un moment, et c'était Marissa Mayer qui était la CEO. Et là, c'était une toute autre histoire. Là, c'était une catastrophe. Ouais, là, c'est une corporate qui récupère le job des fondateurs, quoi. Et donc là, on est plus. Alors, corporate, oui et non, parce que c'était la 20e salariée, je crois, de Google. Ah, Marissa Mayer. Donc c'était la première femme ingénieure chez Google. Certains disent que elle n'était pas forcément là où elle était chez Google pour les bonnes raisons, mais en tout cas, moi je l'ai eu comme boss en tant que CEO et c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Aucune intelligence émotionnelle,
aucun sens du client. C'était une catastrophe. Et donc, elle a fait énormément de dégâts pendant les 2 ans où elle a été, pendant les 4 ans où elle était CEO. Là où elle a été très très bonne, c'est qu'elle a négocié un contrat qui lui a permis de partir avec 250 millions de dollars quand même en 4 ans. Donc c'est là où on peut devenir... Sur une vente à 4 milliards. C'est là où on peut devenir un peu communiste justement. Parce que quand tu vois des gens qui sont vraiment pas bons, mais vraiment pas bons, hein. En tant que CEO, elle a fait que des erreurs. Elle a maltraité les clients, elle a maltraité les salariés. Enfin, c'était une catastrophe. Et qui part quand même au bout de 4 ans avec 250 millions de dollars. Tu te dis, il y a un truc qui n'est pas totalement au point. Tu sais, les communistes aussi, il y en a qui ne sont pas très bons et qui maltraitent aussi les gens et ils ne gagnent pas d'argent non plus. Ils ne gagnent pas du tout d'argent. Je ne suis pas en train de défendre le système communiste. Tu me rassures. Et dis-moi, donc chez Yahoo, tu as quand même eu des expériences assez extraordinaires, comme chez EuropaWeb. Tu as fait notamment des acquisitions assez dingues. Moi, je me souviens d'une boîte que je regardais beaucoup à l'époque en tant qu'entrepreneur où je réfléchissais à mes modèles, qui s'appelait Quelcou. Quand j'ai vu que tu as racheté cette boîte pour une petite fortune, si je me mémoire est bonne, 400 millions d'euros, je crois. 475 millions de dollars, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et de mémoire, la boîte gagnait pas beaucoup d'argent. Non. Donc c'était ultra motivant de voir que des startups comme ça, ça devait être quoi? C'était 2005, 2006 2005, ouais. 2005, voilà. Donc pourquoi tu as racheté Quelcou? Comment ça s'est passé? Alors, tu m'attribues des mérites que je n'ai pas totalement. Moi, je suis arrivé en fait chez Yahoo au moment où Quelcou venait d'être acheté. En fait, le rachat de Quelcou s'est fait au même moment que le rachat d'Overture. Et moi, je suis arrivé et on m'a demandé, justement, mon premier boulot chez Yahoo, ça a été de consolider et d'intégrer Quelcou, Yahoo et Overture. Donc, je ne suis pas intervenu sur la vente, sur le rachat. En revanche, je suis intervenu sur toute l'intégration. Et Pierre Chapas, qui avait vendu Quelcou à Yahoo, est resté quelques mois à la tête de Yahoo Europe. Il n'a pas supporté d'avoir une autorité quelconque, parce que c'est quelqu'un de très libre, c'est un entrepreneur brillant aussi et très, voilà, qui a une grande autonomie, une grande liberté. Donc, il n'a pas supporté la tutelle, on va dire, américaine. Voilà. Donc, il est parti. Il a été remplacé par son numéro 2, Dominique Vidal, qui est un de mes mentors, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et qui m'a identifié. C'est lui vraiment qui m'a dit, écoute, voilà, est-ce que tu peux prendre l'Europe du Sud, la France et l'Europe du Sud, et nous organiser tout ça, nous optimiser tout ça. Et ça avait un sens de racheter Quelcou, parce que ça permettait à Yahoo en Europe en particulier d'augmenter très sensiblement son footprint, d'avoir une offre publicitaire très complète, puisqu'on vendait du search avec Overture, du moteur de shopping, donc tout ça c'est de la perf plutôt avec Quelcou, et puis des grandes opérations de studios, de display, de branding campaigns avec l'offre Yahoo. Donc on avait vraiment une offre sur le marché qui était unique et qui était très, très, très performante. Donc et puis on avait des vraies synergies. Quand je suis arrivé, il y avait 3 forces commerciales, 3 directeurs commerciaux. Bon, moi, naturellement, j'ai fait une seule force commerciale. J'ai pris j'ai recruté une directrice commerciale à l'extérieur, en l'occurrence. Ça a été aucun des 3 qui était là. Et donc, on a eu des synergies de coûts et des synergies de go-to-market et des synergies d'offres qui étaient extraordinaires. Donc, c'était vraiment une période très agréable, très faste. Et on a fait de la croissance. On était vraiment... Yahoo reprenait des couleurs en Europe. C'était sympa. 400 millions d'euros, c'était, ou c'est toujours d'ailleurs, une des plus grosses exits de la French Tech. Ça a été vraiment une bonne affaire pour Yahoo? Très mauvaise. Très mauvaise parce que... Alors moi, j'ai un côté bon élève. Donc, quand on me dit de faire un truc, je le fais et je le fais vite. Et donc, on m'a dit il faut absolument... intégrer très vite Quelcou, Yahoo et Overture pour livrer les synergies, etc. Donc, je l'ai fait très vite. Et puis, comme entre-temps, Google avait considéré subitement que les résultats de Quelcou, les liens Quelcou dans les résultats de Google n'étaient plus pertinents parce que, en fait, Quelcou appartenait à Yahoo. Donc, du jour au lendemain, Quelcou a perdu, 50% de son chiffre d'affaires. Parce que Google a changé l'algorithme et a décidé que tout d'un coup, c'était plus intéressant d'avoir, quand on tapait acheter un ordinateur, d'avoir les résultats d'un comparateur de prix. Donc en fait, toute la valeur attendue de Quelcou a disparu quasiment
du jour au lendemain, dans quelques jours ou quelques semaines après le rachat par Yahoo. Mais attends, ça n'avait pas été identifié en amont Bah, moment des discussions stratégiques. Il faut croire que non. Liées à l'acquisition, ils ne se sont pas dit attention, si on rachète, il y a un conflit d'intérêts, donc on va faire la moitié du chiffre d'affaires. Je pense qu'ils ont fait preuve d'une grande naïveté en pensant que Google avait un algorithme qui était un algorithme en quelque sorte neutre et qui ne visait que la pertinence pour les utilisateurs. Et en fait, Google, on le sait, d'ailleurs Google a été condamné pour ça. Hein. Google a été condamné très lourdement pour abus de position dominante sur le cas de Quelcou en particulier. Grâce au guide.com et à Olivier Sichel, qui maintenant est le patron de la Caisse des dépôts, qui n'a cessé de poursuivre Google pour démontrer que Google avait intentionnellement changé son algorithme pour tuer tous les concurrents de Google Shopping. Donc c'était à la fois, c'était tellement gros que je pense que les gens se sont dit c'est pas possible, ils vont pas oser. Mais ils ont osé. Donc pendant 10 ans, ils ont tué tout le monde. Hein, et tous les comparateurs de prix, Toubo en faisait partie aussi, ils ont été tués. Mais ils ont été condamnés. Mais c'est toujours pareil, ils ont été condamnés à quelques centaines de millions de dollars, ce qui est une toute petite goutte dans leur océan de profit, etc. Et donc, pour répondre à la question sur la bonne affaire ou pas, 18 mois, 2 ans après que j'ai fini cette intégration, on m'a dit on va revendre Quelcou. Donc il faut le désintégrer, il faut faire un spin-off. Et donc il a fallu que je ressorte les équipes, que je reconstitue un PNL indépendant. Et ça a tu rechanges l'algorithme alors l'algorithme n'a pas changé. Ah ouais. Et ça a été revendu 75 millions. Donc 2 ans après. Donc acheté 475, revendu 75. Une bonne affaire 2 ans après avec intégration, désintégration. Et alors, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que donc, voilà, c'est une très mauvaise affaire. En plus, ça doit fatiguer toutes les équipes, c'était toi, de faire ce genre de travaux. Mais tu restes quand même en super relation avec Pierre Chapaz et Dominique Vidal. Pierre Chapaz, Dominique Vidal, qui est devenu un ami, vraiment. Et puis, oui, tous les, parce que Yahoo, alors pour le coup, c'est la seule vraie entreprise où je peux dire que j'ai eu le sentiment d'une famille professionnelle. Il y a vraiment on se retrouve encore tous les ans, au moins une fois, on fait un meet-up dans un bar à Paris et tu as des centaines de personnes qui se retrouvent et qui viennent parce qu'il y a vraiment un réseau, une connexion. Voilà, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être lié aux fondateurs, c'est peut-être lié au fait que c'était une époque un peu pionnière. Enfin, j'en sais rien, mais il y a un lien. Et c'est une communauté, les anciens de Yahoo. Alors, il faut dire qu'ils sont partout aujourd'hui. Donc, moi, j'ai rarement un problème que je n'arrive pas à régler sans appeler un ancien de Yahoo partout dans le monde. Parce qu'ils sont dans toutes les boîtes à des postes plutôt de responsabilité. Ils sont plus anciens. Il y en a plus que des Google qui sont arrivés et qui ont grandi après. Et qui sont sur des postes en général assez influents, etc. Donc il y a vraiment, pour moi, c'était vraiment une création d'un réseau spécifique Yahoo extraordinaire que j'ai vraiment gardé toujours et on se retrouve comme si on s'était quitté la veille. Donc 10 ans de Yahoo. 10 ans de Yahoo. Et ton départ, comment ça s'est passé? Alors mon départ, ça a été une famille pour toi, comme tu le dis. Ouais. Donc, alors pourquoi le départ? Je suis parti au bout de 10 ans. D'abord, ça faisait quand même 10 ans, mais pour être très honnête, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai pris le job de Yahoo Yemiye, c'était un peu dans une énième réorganisation, l'arrivée d'un nouveau CEO qui n'était pas Marissa Mayer à l'époque. Mais ce nouveau CEO qui m'a mis dans cette position-là, il est resté 2 mois parce qu'il avait raconté des bobards sur son diplôme. Il avait dit qu'il était à Babson. Non, il avait dit qu'il était ingénieur. Il n'était pas ingénieur, il était comptable, je crois. Il a un diplôme de comptable. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il lui a pris par la tête. Il a dit qu'il était ingénieur. Donc c'est sorti dans la presse. Donc il a eu le temps de me nommer patron de Yahoo Europe et il a disparu. Je l'ai rencontré une fois. Okay. Et là, c'est Marissa Mayer qui est arrivée. Et moi, j'avais été nommé en intérim patron et ça devait durer quelques mois. On m'avait dit, écoute, voilà. Mais patron de quoi? Patron de Europe Moyen-Orient. EMEA. Voilà, EMEA. Et on m'avait dit, bon, on a besoin là que tu fasses la transition, mais on va ouvrir un poste, on va ouvrir une chasse, tu pourras postuler. Ça va durer 2-3 mois, le temps qu'on trouve quelqu'un. Et en fait, l'intérim qui devait durer 2 mois, 3 mois, a duré 2 ans. Et un long CDD. C'était un long CDD et c'est pas très agréable en fait d'être intérim parce que les gens avec qui tu bosses, ils te prennent pas au sérieux. Ils te disent, lui, il me demande des trucs, mais ça se trouve dans 2 semaines, il est plus là, quoi. Bon.
Puis en plus, tu as la rumeur régulière de tiens, il y a un tel qui va être nommé. Donc il y a eu la rumeur Dominique Delport, il y a eu plusieurs rumeurs. Et un jour, a été nommée une dame qui s'appelle Dawn Airy, qui est une ancienne de TV5 et de la télé en Angleterre, qui était nommée par Marissa. Et donc, il y avait qu'un fauteuil pour deux, quoi. Donc, moi, je n'allais pas revenir sur des responsabilités pays ou moins intéressantes. Donc, je suis parti. Voilà, je suis parti. Et alors, comment ça s'est passé ton départ? Parce que vraiment, on sent que c'était vraiment tu étais heureux, tu étais bien, c'était une famille. Ouais, mais franchement, j'avais un peu souffert avec Marissa, qui était quand même une très très mauvaise CEO, qui nous avait pourri la vie à tous. Donc j'étais assez content de partir. Et puis c'était la fin d'un cycle, quoi. 10 ans, c'est long quand même. Mais t'es parti, je veux dire, tu as été chassé ou c'était Alors, plutôt une fin de... En fait, ça s'est fait très vite parce que au moment où tout ça se passait, j'ai vu dans le journal du net, qui était un peu le gros média à l'époque, média de digital. référence, j'ai vu eBuzzing rachète Tids. Ah oui, je m'en souviens. eBuzzing, c'était le réseau, un ad network que Pierre Chapaz avait créé à partir de pas mal d'acquisitions. Et il rachetait Tids. Avec Sadek Chekroun. Avec Sadek Chekroun, absolument, qui était le patron de la France. Tout à fait. Mais qui avait été le... Non. Sadek Chekroun, c'était le patron de la France chez Kelkou. Mais qui a rejoint Pierre chez eBuzzing. Oui, mais pas très longtemps. Ouais. Mais en effet, il a fait les deux. Et donc j'ai vu ça et je me suis dit, c'est smart, cette association entre une technologie vidéo programmatique émergente, parce que c'était l'émergence du programmatique, de la vente automatique de publicité, et non plus le gré à gré, je te signe une IO et tu vas me servir des campagnes. Et puis un réseau commercial assez implanté qui vendait à l'ancienne, justement, de la publicité dans plein de pays. Et donc j'ai envoyé un mail à Pierre et je lui ai dit, non, ce que tu fais a l'air intéressant, a l'air malin. Et j'étais surpris par les chiffres parce qu'il faisait à l'époque 70 millions de chiffre d'affaires et 4 millions d'EBITDA quand même. Donc c'était rentable. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2012. 2012. Mais alors, attends, avant d'arriver à eBuzzing, donc tu as eu des superbes expériences Europe Web, Liberty Surf, Yahoo, Patron Europe. Tu as côtoyé des entrepreneurs extraordinaires, français, américains, Jerry Yang. Et à aucun moment, tu t'es dit, tiens... je peux être entrepreneur, j'ai envie de lancer mon truc. Alors ça, c'est assez mystérieux. Mais... Surtout que tu as fait Babson, je le répète à nouveau. Non, à aucun moment. Non, à aucun moment, Jamais. Et comment tu te l'expliques? Je me l'explique. D'abord, probablement, là, c'est peut-être le poids de mon éducation. Ouais, tu vois, parce que je ne me sentais pas légitime et je ne me sentais pas... la capacité tout simplement de porter un projet tout seul ou quasiment tout seul, même si on n'est jamais tout seul, mais on est quand même très tout seul quand on est entrepreneur, et tu le sais mieux que personne. Et puis j'ai eu la chance de côtoyer des entrepreneurs tellement extraordinaires comme Bernard Arnault, qui est quand même un entrepreneur extraordinaire, que pendant un an, je passais... Notre star à tous. Pendant un an, je passais 1h30 quasiment en tête-à-tête avec Bernard Arnault quand j'étais chez Liberty Surf. Mais justement, tout ça t'a pas mais je me suis dit, ouvert l'esprit. Tu vois, Pierre Besnainou, c'est un type extraordinaire. Donc ça t'a complexé, c'est quoi? Je me suis dit, je ne suis pas de cette trempe-là. Et est-ce que tu as un regret aujourd'hui? Non, absolument pas. Non, je me dis que parce que qu'est-ce que j'ai fait au lieu de faire ça? En fait, j'ai bossé avec des entrepreneurs toute ma vie et je me suis nourri de ces rencontres et de ces relations-là. Bernard Arnault, Pierre Besnainou, Pierre Chapaz, Loïc Soubiran, Dominique Vidal. Donc ça, c'est toi, ta génération, ton éducation, ton choix, que tu ne regrettes pas. Et par rapport à tes enfants, donc tes fils, ta fille, est-ce que tu as un dialogue avec eux différent sur le sujet de l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu les laisses totalement libres? Alors, je ne sais pas si on laisse vraiment totalement libres ces enfants. Quand je vois que les tiens, ils font tous Babson, je me dis qu'il y a quand même... Ouais, mais moi, je suis... mais non... Ils ont fait les secs, non? Ouais, ils ont fait les secs. Il y en a deux sur trois qui ont fait les secs. Un peu pareil, non? Non, mais c'est à l'encontre de mon plein gré, comme dirait l'autre. Mais je pense que mon fils, ça le chatouille.
parce que j'ai quand même beaucoup parlé d'entrepreneurs. Bah oui, il a fait son toute ma stage vie. chez Daphne, nos amis. Ouais, et puis là, il commence au BCG ces jours-ci. Il a bossé dans la banque d'affaires. Et puis il a pas mal de copains. Il a fait McGill. Et chez McGill, c'est une belle université aussi. Et il a pas mal de copains de chez McGill qui créent leur boîte avec leurs parents, etc. Donc je pense que ça le chatouille un peu. Je ne serais pas totalement surpris que d'ici quelques années, il se lance. Mais non, moi, j'ai pas de... Mais est-ce que tu es en mode revanche, vas-y mon fils, vas-y ma Non, fille, pas du tout. deviens entrepreneur? Pas du tout. Non, pas du donc tout. tu es très relax, très cool. Moi, ce qui compte pour mes enfants, c'est qu'ils trouvent leur ikigai, comme disent les Japonais. Tu sais, c'est l'intersection de là où tu es bon, là où tu peux être payé, ce que tu aimes, et puis ce dont le monde a besoin. Donc, s'ils trouvent ça, quel que soit Ce dont le la monde a formule, besoin, c'est le plus dur, moi, je trouve. ouais, ouais, bah oui. Et d'ailleurs, quand tu appliques ça à l'entrepreneuriat, tu dis c'est quand même un peu la problématique du market fit quelque part, mais au niveau de l'individu, Le PMF. parce qu'il y a la dimension là où tu peux être payé aussi. Donc voilà, donc moi j'ai pas de prescription, tu vois, je leur dis pas tu devrais, etc. Ouais, J'essaie. vas-y, fais-le parce que moi, je Voilà, l'ai pas non, fait. non, Quoi. surtout pas. Mais par contre, je les encourage à identifier leurs forces. Parce que, par contre, j'ai une vraie conviction, c'est que pour réussir, il faut pas chercher à trop corriger ses faiblesses, mais il vaut mieux valoriser et parier sur ses forces. C'est force, ouais. Et donc, c'est plutôt là-dessus que je me concentre. Et ils sont très différents, tous les trois. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera. Bonne mais... chance et bon courage à la nouvelle génération des parcours. Exactement. Alors, désolé, je veux bien qu'on zappe e-buzzing, si ça ne te dérange pas, parce que je voudrais qu'on parle de Solocal. D'accord. Parce que Solocal, déjà, tu es venu me voir il y a quelques années, je crois. Tu étais DG quand tu étais nommé DG. Directeur commercial. Directeur commercial, ouais, il y a un truc à faire. Solocal, c'est clair que c'est les pages jaunes. Ça aurait pu être Google, ça aurait pu être Yahoo. Ça aurait pu être un très beau succès, un bien meilleur succès que ça ne l'a été, c'est sûr. Exactement. Et donc moi je regardais ça et c'était une de mes idées de digitaliser les pages jaunes, parce que Solocal c'est le nouveau nom, mais sûr, à notre époque, il y a 35 ans, c'était les pages jaunes. Et donc pareil, un peu comme le Minitel, ça fait partie de ces boîtes qui n'ont pas su se réinventer. Et donc, il en souffre énormément, même si je comprends qu'il y a un comeback là, avec Maurice Lévy en ce moment. Il peut y arriver. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé selon toi et pourquoi tu as été de maître dans cette boîte en fait? Alors, moi, encore une fois, je pense que c'est toujours un peu ce driver de dire allons là où on ne m'attend pas. Donc, moi, j'avais fait de la croissance, de l'hypercroissance, du pur digital toute ma vie, quasiment, enfin, en tout cas, pendant l'essentiel de ma carrière. Et j'ai rencontré Eric Boustouler, qui venait d'être nommé CEO, et Pierre Danon, qui venait d'être nommé chairman, avec un mandat qui était de tenter une énième restructuration de Solocal. Donc, je n'avais jamais fait de grosses restructurations, de grosses transformations. Et je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. En plus, je prenais la tête d'une force commerciale de 3000 personnes en France exclusivement. Donc, il n'y avait quasiment pas d'international, ce qui était aussi très différent de ce que j'avais fait. Donc, par curiosité, par défi aussi, je me suis dit, je vais tenter, peut-être qu'on va y arriver. Ce que je n'ai pas compris, et là où j'ai sous-estimé la difficulté de l'ascension, c'est que une des raisons vraiment principales, et ce n'est pas pour chercher des excuses à Solocal ou aux pages jaunes, une des raisons principales pour lesquelles Solocal, les pages jaunes n'ont pas su se transformer, n'ont pas réussi à se développer, c'est qu'il y a eu un LBO dans les années... c'est dans les années peut-être 2000, 2005, il y a eu un LBO, c'était Solocal, enfin les pages jaunes, c'était je crois dans Wanadoo ou dans France Télécom, et ça a été, il y a eu un spin-off avec un LBO, et à ce moment-là, le LBO a entraîné une dette phénoménale, c'est-à-dire que Solocal a été surendetté en fait, et ça a été surendetté dans des conditions qui ont été très critiquées à l'époque, parce que celui qui a fait le LBO, je crois que c'était KKR, mais je veux pas dire de bêtises. Donc surendetté pour payer Orange, en fait, pour racheter Solocal. Pour racheter, voilà, exactement. Donc ils ont fait un LBO. Solocal était très rentable, générait un gros EBITDA, un gros cash flow. Donc ils ont surendetté la boîte. Et là où ils ont fait un truc quand même pas terrible, c'est qu'ils se sont pris immédiatement un dividende exceptionnel d'1 milliard. Ce qui était assez étonnant. Ouais, voilà. Limite voilà. ABS.
Voilà, alors on ne sait pas trop comment ça a été possible, mais voilà. Et donc la boîte s'est trouvée étranglée par une dette phénoménale. Donc ça a empêché de faire des investissements en CAPEX, ça a empêché de financer quand c'était nécessaire des restructurations. Parce qu'en fait, cette dette était omniprésente et beaucoup trop importante par rapport à la capacité de remboursement et de génération de cash de Solocal. Et même moi, quand j'y suis allé en 2017, bon, j'ai totalement sous-estimé ça, parce que je me disais, bah oui, le produit, il peut être digitalisé, on arrête les annuaires papier, on lance des produits un peu innovants, on nettoie le catalogue, on réorganise la boîte qui était organisée bizarrement, on essaye de faire partir aussi un certain nombre de gens qui n'avaient pas forcément leur place. Et en fait, tout ça, ça demande un peu d'argent. Et en fait, on n'avait aucun moyen parce qu'on était étranglé par la dette. Et quand tout est piloté dans une entreprise pour essayer de rembourser une dette dont on se dit qu'on a une chance sur deux de ne pas la rembourser, c'est une catastrophe. Ouais, c'est violent. Et c'est violent pour les salariés en premier. C'était horrible. Et ça a été le quotidien pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, moi, j'ai lâché l'éponge et j'ai dit... Parce qu'à l'époque, c'était une des plus grosses forces commerciales de France. C'était la plus grosse force. C'était le plus grand client de Salesforce. 3 000 commerciaux. Moi, quand je suis arrivé, j'avais 3 000 commerciaux. 3 ans après, quand je suis parti, il y en avait 2 000. On avait fait un plan de restructuration. Ce qui est resté probablement la plus grosse force commerciale française. Exactement. On était le plus gros client de Salesforce en France. Et on recrutait 100 commerciaux, 150 commerciaux par an. Mais là, tu as dû t'éclater quand même. Ah oui, bien sûr. Travailler avec 3000 commerciaux, c'était un truc de dingue. Extraordinaire. C'était un truc de dingue. Mais avec cette espèce alors, c'était quoi? Tu les recrutais comment? Où Parce que 150 par an, c'est quand même je vais faire de la pub pour un copain qui s'appelle... Chasseur de tête. Qui a créé Up2. Ah bah oui, on les connaît bien. Comment il s'appelle? Didier. Qui ont fait un beau LBO d'ailleurs récemment. Exactement. Et en fait, c'est Up2 qui nous fournissait... on lui disait, voilà, j'ai besoin de 60 commerciaux, 10 à Lyon, 12 à Marseille, 17 Donc c'est grâce à toi qu'ils ont fait leur superbe LBO. On était un gros client, ouais. Et on est devenu copains avec Didier, qui a une maison pas loin de là où j'ai la mienne aussi. Donc on se voit souvent. Mais voilà, donc pour moi, Solocal et pas jaune. C'est pour ça que je pense que Maurice Lévy a de bonnes chances de réussir. Ouais, alors c'est quoi maintenant le deal? Donc Maurice Lévy, il l'a racheté à titre personnel, il a racheté avec une de ses holdings. Il a apporté Icor. Et avec quelle stratégie? Ouais, avec une... il a mis assez peu de cash. Il a apporté avec Icor. Il a négocié la dette. Il a supprimé 85% de la dette. Donc en fait, la société n'est plus endettée. En tout cas, elle est endettée, mais à un niveau tout à fait acceptable. Donc il a de nouveau les mains libres. Il a des moyens. Il a aussi testé chez Icor, qui fait le même métier, certains métiers comparables à Solocal, un certain nombre de recettes qui ont fonctionné parce que Icor, quand il l'a racheté, n'était pas en très bon état. Il l'a retourné. Donc il est en train d'appliquer aussi les recettes qu'il a testées chez Icor. Et moi, je pense qu'ils ont de très bonnes chances de réussir. Alors, ça ne va pas être le nouveau Google, mais je pense qu'il a fait un très, très bon deal, Maurice. Parce que la boîte était cotée en bourse, ouais. Donc il y a eu un retrait de cote qui a été effectué au moment de la transaction. C'est toujours coté. C'est toujours coté. Bon, on va regarder. C'est toujours coté. L'action a monté un peu. L'action a monté un peu, mais ils sont au début de leur transformation. Ouais. Je suis assez proche d'eux encore. Je les vois régulièrement. Je discutais il n'y a pas plus longtemps que quelques jours là, avec un des dirigeants. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Bon, tant mieux. Donc c'est possible de sauver. Ouais. C'est une belle boîte. Et puis c'est une grande famille aussi, Solocal. Il y a des familles entières qui bossent chez Solocal. C'est un sacré truc. Ouais, super belle boîte. Donc maintenant, on peut dire que pour un ancien ESSEC, tu as atteint le Graal, McKinsey. Tu te souviens quand on était sur les bancs de l'ESSEC, moi, il était temps. Les profs nous demandaient alors plus tard, vous voulez bosser où les jeunes? Moi, j'étais le seul à dire que je voulais être entrepreneur, et la plupart répondaient McKinsey, BCG, Goldman, JP Morgan. Donc ça y est, à ton jeune âge, tu es arrivé chez McKinsey. Alors c'est quoi ton job chez McKinsey maintenant? D'abord, c'est un signe d'une certaine persévérance. Parce que quand j'étais en 3e année de l'ESSEC, j'ai postulé pour un stage chez McKinsey. J'ai passé, et je ne connaissais même pas McKinsey, moi. Tu vois, je découvrais. Mais oui, j'étais. Moi, que de ça à l'ESSEC. Oui, mais moi, je sortais de mon village. McKinsey, c'est bien, tu crois. Bon. Et c'est José Lasserre, qui était la responsable des stages,
qui m'a dit, écoute Christophe, tu vas aller passer les entretiens chez McKinsey. Je dis, moi très bien, j'y vais. J'étais pas du tout préparé, c'est le truc qu'il faut faire pour quand tu vas. Voilà. Et là, j'ai passé un entretien avec Hubert Joly, qui était une des stars de McKinsey. Autant dire que j'ai pas fait une grande impression, et donc j'ai pas été pris. Bon, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et quand il y a pas très longtemps, un premier associé de McKinsey, c'est Eric Hazan en 2017, et puis un second en 2020, Stéphane Bou, m'ont dit, mais pourquoi tu ne deviendrais pas senior advisor? J'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, ça veut dire quoi? Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que j'interviens en tant qu'expert sur des problématiques digitales, de scaling de boîtes, etc., pour McKinsey sur des missions existantes. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça me permet de voir plein de choses, alors plutôt dans l'écosystème de la tech. Hein. Je ne peux pas citer les clients, mais j'ai... Justement, j'allais te demander lesquels. Non, on ne peut pas parce que ils sont très... Le gouvernement français non. Mais des belles boîtes de tech. Donc, s'il y en a un que je peux citer, parce que c'est assez naturel, non, je ne dois pas le citer. Okay. Non, je ne peux pas. Mais je pense que je le connais. En tout cas, des boîtes dans lesquelles j'avais travaillé, notamment. Voilà. Je vois. Qui se sont fait racheter récemment. Voilà. Bon. Je vois. Et donc, et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que je propose sur le marché avec Stéphane Bou, qui est un des senior partners de McKinsey, qui est un type extraordinaire. Je propose des missions d'accompagnement de scaling de boîtes, donc de value creation plan sur 3 ans, qui sont rémunérés à 100% à la performance. Donc ça, c'est très intéressant. Nouveau modèle. C'est un nouveau modèle, c'est très adapté aux scale-up qui n'ont pas forcément les moyens tout de suite de payer les fees de McKinsey, mais qui par contre, si elles délivrent le plan de création de valeur qu'elles ont vendu à leurs fonds notamment, naturellement auront les moyens. Un partage de revenus intéressant pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est un programme worldwide ou ça a démarré qu'en France? Non, c'est worldwide. Ça existe déjà depuis quelques années, mais ça avait été peu adopté en France. Stéphane Bou y croit beaucoup, donc c'est pour ça qu'on y est allé ensemble. Et il se trouve qu'on a vendu ce programme-là à mon principal client par ailleurs, que j'ai depuis 3 ans, qui est Equative. Là, je peux le citer parce que j'avais demandé l'autorisation il y a quelques temps. Donc c'est une belle scale-up qui fait 1 milliard de volume d'affaires, 250 millions de chiffre d'affaires, qui est très rentable, qui est en forte croissance. Et donc, au moment où Bridgepoint a investi dans un nouveau LBO il y a quelques temps, il y a eu un alignement entre le management d'Equative, le fonds et McKinsey sur l'idée, c'est une belle boîte, c'est une boîte qui a du potentiel, on va partager, on va créer de la valeur ensemble et on va partager cette valeur. Et ça fait 1 an et demi qu'on a lancé la mission, donc il y en a encore pour 1 an et demi, a priori, sauf s'il y a un événement de liquidité avant. Donc une vente ou une introduction en bourse ou whatever. Et donc, on travaille ensemble et c'est passionnant parce qu'on a à la fois la ressource et la machine McKinsey à disposition quasiment. C'est-à-dire que quand il y a une problématique, par exemple, de sales incentive, on va aller chercher en dehors de l'expertise que moi je peux avoir ou d'autres peuvent avoir, mais l'expert mondial de McKinsey sur les sales incentives, et puis on va aider à régler un problème spécifique d'Equative. Si on a un problème de plateforme merge suite à une acquisition, Equative a racheté une assez grosse boîte aux États-Unis par rapport à sa propre taille. On est en train de faire la fusion des plateformes. Ça se fait aussi avec les experts tech de McKinsey. Et puis, il y a une petite équipe en permanence chez Equative de 3 personnes avec des gens très, très bien, très sympas. Et donc, c'est comme ça qu'en effet, j'ai découvert les mérites et la qualité de ce que fait une boîte de conseil comme McKinsey. C'est absolument passionnant. Donc, c'est un programme où McKinsey, en fait, met à disposition ses équipes gratuitement pendant 3 ans. Et à la fin des 3 ans, il y a un calcul qui est fait sur l'apport en EBITDA sur les 3 ans, et ensuite il y a un revenu sharing sur cet apport d'EBITDA. C'est pas tout à fait ça, mais les principes sont ceux-là. C'est en fait, il y a une trajectoire d'EBITDA qui est la trajectoire cible, et en fonction de la réalisation progressivement de cette trajectoire d'EBITDA, McKinsey va facturer plus ou moins. Donc si on atteint l'objectif, ça va être X, si on le dépasse, ça va être Y. Et chaque trimestre va facturer ses fees. Et puis s'il y a un événement de liquidité, à ce moment-là, ce sera calculé sur l'augmentation de la valeur. Voilà. Super. Et donc, il y a un vrai investissement de Max. C'est-à-dire qu'en effet, pendant quelques temps,
c'est pas rentable quelque part pendant quelques mois, trimestres, etc. Mais par contre, derrière, ça peut générer une belle création de valeur partagée. Bon, alors donc à 20 ans, on était tous là avec des grands yeux à regarder McKinsey, à penser que c'était les stars du monde, les plus intelligents du monde. Maintenant que tu es à l'intérieur, tu es vraiment impressionné. C'est vraiment une superbe machine. Il y a vraiment. Et est-ce qu'il génère vraiment du vrai impact? Alors, déjà, je tiens à conserver mon contrat de senior advisor, donc je ne peux pas dire non. Non, mais franchement, je suis très impressionné par la qualité à la fois intellectuelle et humaine des gens qui sont chez McKinsey, de mes interlocuteurs au quotidien, parce que je bosse avec eux quasiment tous les jours. Donc, je trouve que c'est des gens à la fois brillants, sympas et très respectueux des uns et des autres dans les interactions, ce qui n'est pas toujours le cas dans des organisations sous forte pression. Par exemple, la banque d'affaires. Ouais, parce qu'ils bossent quoi toujours 10-12 heures par jour? Ils bossent beaucoup. Moi, je ne suis pas tout le temps avec eux, mais ils bossent beaucoup. C'est sûr qu'ils bossent beaucoup. Et à tous les niveaux. Hein. Ce n'est pas un truc où on peut s'endormir sur ses lauriers une fois qu'on est partenaire. Non, il faut vraiment délivrer. Donc, ils bossent beaucoup. Donc ça, c'est très, très impressionnant et c'est très sympa parce que c'est agréable. Moi, je suis dans une phase aussi de ma carrière où le plaisir compte de plus en plus dans le mix des décisions que je prends. Et puis, il y a une machine de guerre en termes de knowledge management. Toute cette connaissance mondiale énorme qu'on mobilise en plus de plus en plus facilement grâce à l'IA, c'est un outil phénoménal. Donc, moi, quand j'ai commencé la mission chez Equative, j'avais l'impression que j'allais leur apprendre la vie sur la tech, le martech, le programmatique, les structures commerciales. Et j'avais en face de moi, au début, des gens qui ne connaissaient pas grand-chose au secteur. Et en quelques mois, il faut que je rame, moi, pour les suivre maintenant. Parce qu'avec cette machine de partage d'informations, de gestion de la connaissance, de recours à des experts, il y a une montée en puissance très, très rapide. Et puis, c'est des gens qui apprennent très vite, qui sont très efficaces, qui sont très fiables. Donc, voilà. Après, ce n'est pas la vraie vie aussi. Tu vois, moi, j'ai mon fils qui démarre au BCG. Je lui dis, c'est super, mais si tu tombes amoureux du conseil, c'est génial, tu feras une carrière dans le conseil, mais ce n'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont particuliers. C'est pas quand tu as géré des équipes commerciales chez Solocal, c'est pas les mêmes skills qu'il faut avoir pour les embarquer. Là, c'est des gens qui sont tous pareils en termes de profil intellectuel. Ils comprennent vite, ils font ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils font. Enfin, c'est des gens qui sont particuliers. Je dis pas qu'ils sont supérieurs, ils sont juste particuliers. Ils sont tous pareils. Donc c'est pas manager des gens comme ça. Moi, quand on me dit j'apprends le management dans le conseil, c'est pas vrai. T'apprends pas le management dans le conseil. T'apprends le conseil. T'apprends le conseil, t'apprends plein de choses, mais c'est pas le management dans la vraie vie. Et alors, tout ce que tu apprends là, dans ce projet extraordinaire, est-ce que tu t'en sers pour aider? Puisque maintenant, tu es aussi BA, tu es aussi advisor chez nos amis de Cambon. Donc, est-ce que tout ça, tu t'en sers pour aider les jeunes entrepreneurs dans lesquels tu investis et que tu rencontres? Est-ce que tu sens que ça t'aide à être encore plus impactful auprès de ces jeunes? En fait, ça me nourrit. Ça me nourrit beaucoup. Et moi, j'ai 3 activités. Hein. Je conseille des dirigeants en direct de boîtes de tech ou pas. Je bosse pour McKinsey en tant que senior advisor et j'investis dans des startups. Et en fait, ces 3 activités-là se nourrissent les unes des autres, c'est sûr. Même ce que je fais avec mes clients directs entre eux me nourrissent parce que j'ai des idées que je peux avoir avec l'un que je vais replacer ou utiliser avec l'autre. Mais c'est vrai que McKinsey me donne une vision macro. Et par exemple, sur l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'achat de publicité, c'est quand même des problématiques technologiques, de process, etc., que eux maîtrisent très vite, très bien. Et moi, ça me permet d'être plus intelligent avec mes clients. Et ça me permet aussi d'évaluer des potentiels investissements à la lumière de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça va être de bons investissements, mais en tout cas, ça m'alimente. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui en tant qu'indépendant, hein, parce que je ne suis pas salarié de McKinsey, je suis freelance quelque part pour McKinsey. Et pour mes clients, c'est ce foisonnement d'expériences dans un écosystème très cohérent qui se nourrit et qui me maintient à la fois éveillé et pertinent. Parce qu'on est quand même dans un secteur où les choses bougent tellement vite que si on part 3 mois en vacances et qu'on revient, on peut être totalement dépassé, quoi.
Ouais, ça c'est sûr. Et alors, dis-moi, on est tous les deux franco-américanisés. Toi plus que moi, quand même. Ouais, un peu plus, et tu sais que c'est un sujet qui me passionne. Qu'est-ce que, pour toi, les US et tout le travail que tu as fait avec des Américains et tout le temps que tu as passé, tu as vécu à New York aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? Qu'est-ce que ça t'a appris le plus, cette expérience américaine? Alors moi, ce qui m'a frappé, si on commence par Babson, ce qui m'a frappé le plus chez Babson, c'était l'importance de l'oral. C'était le fait que, pour avoir... Arrivé là-bas, on était tout timide, Voilà. on n'osait pas parler en public, et là on nous dit tiens, faites une présentation devant toute la classe. Voilà. Et puis surtout, si tu poses pas des questions en cours ou que tu réponds pas à des questions du prof, tu n'as pas une bonne note, quoi. Alors qu'en France, si tu l'ouvres, tu te prends une baffe. Donc ça a été un choc. Donc ça ne veut pas dire que, parce qu'on est tellement quand même pris par notre éducation et notre culture, etc., que ça m'a... Je ne suis pas devenu tout d'un coup un speaker extraordinaire, etc., mais j'ai pris conscience de cette différence culturelle-là et de la puissance de l'oral. Et j'ai toujours été très admiratif de la capacité des Américains à se vendre et à vendre des choses et à parler. Alors, parfois, malheureusement, pour ne rien dire, mais ils le disent, mais ils le font très bien. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment un des trucs que j'ai pris de la culture, enfin, que j'ai essayé de prendre de la culture américaine, de m'inspirer et de partager aussi avec mes enfants. Je trouve que ça, c'est un truc extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de... Voilà. Et puis après, le côté, ce qui est aussi très... Et je sais que tu seras d'accord avec ça, parce que c'est un de tes grands mantras, mais c'est le côté think big, c'est l'ambition. C'est le côté tout est possible, et plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Et donc ça, c'est un truc aussi que j'ai appris pour le coup, ça m'a servi en égo. Comment partir très très haut, très très gros, pour peut-être arriver un peu moins haut, un peu moins gros, mais ce côté, il n'y a pas de limite. Voilà. Après, l'American Dream, toute la communication autour, il y a des choses à prendre et à laisser. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le côté quand même aux États-Unis. Hein. Le côté, c'est une société très très dure. Donc moi, je suis pas autant un fan des US que tu peux l'être. J'ai pas. Il y a eu une époque où j'ai vécu un peu à New York et où j'ai envisagé d'aller vivre aux États-Unis. Et je pense que j'aurais aimé. J'ai vécu au Canada pendant 2 ans, mais aujourd'hui, j'aurais pas du tout envie d'aller vivre aux États-Unis. Ça m'attire pas du tout. Et puis pour moi, on parle des États-Unis, mais il y a pas les États-Unis. Il y a New York, la Silicon Valley, et puis tout le reste quasiment, quoi. Donc c'est vrai que je me sens plus proche des New-Yorkais, des Californiens éventuellement, mais tout le reste, c'est voilà. Et puis je déteste Trump, donc j'ai pas du tout envie d'aller aux États-Unis de ce point de vue-là aussi. Voilà. Mais ça a été des choses, ça m'a beaucoup choqué au sens positif et ça m'a alimenté, c'est sûr. C'est sûr. Okay. Et alors, si tu pouvais reparler au Christophe à Woodland Hills, tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, ma fille s'est retrouvée dans le dorm room de Woodland Hills l'année dernière aussi. Oui. C'est trop mignon, sur ce campus magnifique de Babson. Quel conseil tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais au petit Christophe de 21 ans? On dit que l'expérience des autres ne profite jamais, donc j'ai toujours du mal à donner des conseils trop précis. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut prendre des risques, qu'il faut être curieux, qu'il faut aussi croire en soi et pas trop faire attention le moins possible à tous les gens qui te disent que c'est pas possible. Ce que pensent les autres. Voilà, ce que pensent les autres. C'est difficile, hein. C'est même. On t'apprend tout l'inverse à l'école. Hein. Ouais, donc voilà, construire une vraie indépendance d'esprit, une grande ouverture, être curieux, prendre des risques, voyager, voir le monde, s'ouvrir aux autres cultures, et puis voilà, et puis essayer de prendre un maximum de plaisir. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai eu des moments de grand plaisir, mais j'ai eu aussi des moments trop longs où j'ai pas du tout pris de plaisir, et je me dis que c'est dommage. Alors, c'est pas facile, on n'a pas forcément toujours les leviers, il y a des contraintes, il faut payer les factures, il faut faire vivre la famille, etc. Mais dans la mesure du possible, de aussi considérer cette dimension-là comme étant importante. Ouais.
Non, mais bon. Tu as eu une carrière extraordinaire, C'est pas exceptionnelle, et c'est pas fini. Et on va faire C'est encore, que le début. et on va faire encore plein de choses ensemble. Absolument. Et donc là, c'est le moment de Erica. Donc c'est le Erica Question. Et Erica va nous faire aussi quelques key takeaways de cette discussion avec Christophe. Et on enrichira ça ensuite quand on publiera le podcast. Oui. À toi, Erica. Donc, Christophe, si tu devais lancer une entreprise de médias numériques aujourd'hui, quelle serait ta première action pour te démarquer dans un espace qui est très saturé? Une entreprise de médias numériques, c'est une bonne question. Je suis pas sûr que je lancerais une entreprise de médias numériques parce que c'est quand même l'univers des médias et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'abondance de contenu généré par l'IA, l'impossibilité de distinguer le vrai du faux, c'est quand même un sacré bazar. Alors, qu'est-ce que tu lancerais? Je lancerais... Il y a un truc que j'aime... Pardon, je vous interromps parce que je trouve la question vachement intéressante. Et justement, par rapport à ce qu'on fait là en ce moment, est-ce que une boîte de numérique sur le podcast, justement, est-ce que c'est pas un nouveau média numérique quand on voit qu'il y a des podcasts qui se créent partout, dont certains qui gagnent beaucoup d'argent et qui touchent beaucoup de gens, en tout cas bien plus que les médias legacy. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de lancer un podcast mondial reconnu, connu C'est une bonne idée. Il y a une grande offre aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a des défis qu'il va falloir relever, que ce soit dans les médias ou dans d'autres modèles. C'est l'identité numérique et c'est la capacité à garantir à l'auditeur ou au lecteur qu'on est dans l'authenticité, qu'on est dans la vérité. Donc que ce soit sur un podcast, que ce soit sur une vidéo, que ce soit... Je pense qu'il y a un enjeu qui n'est pas couvert aujourd'hui, c'est comment on va permettre aux gens qui consomment ces médias d'être sûrs tout de suite qu'ils ont en face d'eux un vrai humain et un vrai contenu original. Tu vois, je pense que ça va être le luxe. Bientôt, il va y avoir une forme de... tu as un truc extraordinaire, c'est que tu écoutes, tu as la possibilité d'écouter des vrais gens ou de découvrir des vrais contenus originaux, intelligents, etc. Je pense que c'est... Donc, quel que soit le média, moi je me dis qu'il y a un axe à travers les médias qui est de dire comment on trouve une solution, quelque part, d'identité numérique, de certification numérique. Je sais que Ledger travaille sur des projets de cette nature pour aller au-delà des cryptos, pour quelque part, de redonner envie aux gens de consommer du média, parce que je pense que ce qui risque de se passer, ça se passe probablement un peu aujourd'hui déjà, c'est que comme on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, on consomme plus. Enfin moi bien sûr. Mais c'est pour ça que les podcasts ont un tel succès, parce que, comme tu dis, c'est des vraies discussions avec des vrais gens. C'est pas des journalistes avec une idéologie. Mais les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas la capacité de distinguer si c'est le vrai Patrice qui parle ou si c'est le faux Patrice qui parle. Si, c'est nous. Oui, mais c'est parce que tu leur dis. On va faire une photo. C'est parce que tu leur dis. Mais aujourd'hui, on est tellement... Tout à l'heure, j'étais à une conférence, il y a un gars qui vendait les mérites de sa solution, c'est un ancien de chez Tids. Et il est capable, à partir... Tu lui donnes une URL d'un article et une photo du journaliste qui a écrit l'article, en 2 minutes, il te fait une vidéo avec un avatar et le journaliste qui raconte son article en 2 minutes. Voilà. Et donc, il est capable de faire ça avec une vraie personne, mais il est capable et qui a donné son accord. Il est capable de le faire avec une personne qui n'existe pas ou quelqu'un qui n'a pas donné son accord. Et donc quand on écoute un podcast, tout de suite, on va dire, mais attends, c'est un vrai podcast ou c'est un faux podcast? Et c'est vraiment Patrice qui a dit ça ou c'est... voilà. Et donc, on va arrêter, je pense, de consommer tant qu'on n'aura pas des certifications. Donc, moi, c'est cet axe-là qui est de dire comment on va montrer à moindre coût et de manière très fiable que les médias que l'on consomme sont des vrais médias. Ouais, beau projet, la vérité. La vérité, certifiée. La vérité certifiée. Voilà, certifier la vérité ou l'authenticité. Ok, Erika, quelques key takeaways avant qu'on se sépare. Donc, d'abord, merci beaucoup pour cette conversation. J'ai appris plein de choses. Notamment que les relations sur la durée sont très importantes et apportent beaucoup de valeur. D'être curieux
d'avoir envie de découvrir d'autres façons de voir le monde avec ton expérience au Japon, aux États-Unis, au Canada, et d'anticiper aussi les technologies et les concurrents émergents. Ça, c'est important aussi, de savoir comment vendre et de connaître aussi la valeur de sa boîte. Et puis finalement, pour réussir, il faut valoriser ses forces. Ça, c'est très pertinent. Encore merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est très sympa. Échange. Et merci aussi Patrice pour ton expertise. C'était un grand plaisir. Pour résumer, on peut dire donc de Babson à Europe at Web et Yahoo et McKinsey, donc les enseignements d'un pionnier du digital. Christophe Parco pour la nouvelle génération des entrepreneurs français. Donc c'était un super plaisir. Christophe, merci d'avoir répondu présent. Merci à vous, merci Patrice. Merci Erika. Premier podcast Next Gen et à très vite tout le monde. On espère que vous allez adorer ce premier podcast. Merci à tous. C'était nous en vrai. C'était nous en vrai, la vérité vraie. Salut. Ciao à tous, Salut. merci.